pourquoi autant de misère? C'est pourtant Haïti qu'on a surnommé la perle des Antilles, mais comme vous allez le voir, cette perle reposait sur un collier qui a plutôt servi à étouffer le peuple haïtien. Comment en est-on arrivé là? Il y a 3 éléments historiques que nous allons vous raconter. D'abord, il y a son histoire coloniale. Il y a aussi l'isolement dans lequel les autres pays ont condamné Haïti dès sa naissance. Et enfin, il y avait l'existence d'élites prédatrices qui n'ont jamais donné aucune chance au peuple haïtien. Dans le temps d'Hispaniola, Haïti, c'était vraiment un beau pays. C'est par cette particularité d'esthétique, de beauté, de verdure que Christophe Colomb a pu arriver à donner ce nom à Haïti, à Hispaniola. Christophe Colomb, en cherchant à découvrir l'Inde, s'est donc embarqué en Haïti. Le pays là, ressemblait tellement à l'Espagne qu'il s'appelait l'Hispaniola, qui veut dire Petite Espagne. Les premiers habitants d'Haïti s'appelaient les Taïnos ou les Arawaks. Donc ces gens-là qui vivaient en Haïti dans le temps, en 1492, c'est vrai c'était un beau pays, mais ce n'était pas vraiment vivable comme on vit aujourd'hui. Quand Christophe Colomb est arrivé avec les Espagnols en 1492, ce qui était important pour eux, c'était l'or. C'était l'or. Les Indiens se sont dissipés avec le temps à cause des travaux forcés qu'on les infligeait. Comme l'or, petit à petit, commençait à disparaître, donc les Espagnols ne trouvaient pas beaucoup d'intérêt à faire prospérer l'île, à tel point que, peu de temps après, donc, ils ont abandonné la partie occidentale pour se réfugier dans la partie orientale. Plus tard, les Français, par un traité en 1625, et l'Espagne avait accepté de céder le tiers occidental de l'île. Et il y avait une forte population de Noirs, surtout avec la colonisation française. La richesse qui existait dans ce pays, avec les cacao, le café, et les pitres, en fait, c'était un pays essentiellement agricole. Donc, les main-d'œuvre qu'ils recherchaient, c'était des gens avec la force, le courage de travailler la terre, de travailler aussi dur pour conserver cette richesse, mais au profit, je dirais, des colons, au profit des Blancs, au profit de la métropole française. Il faisait venir des gens d'Afrique, comme apportés dans les bateaux pour devenir esclaves, pour travailler dans les plantations. Puis à ce moment-là, la richesse d'Haïti s'était vraiment reposée sur le café, le cacao, essentiellement sur l'agriculture. Les colons blancs et puis les noirs qui sont arrivés, donc qui n'avaient pas nécessairement tous les mêmes conditions de vie. Les noirs étaient maltraités, traités comme esclaves. Ils ont eu beaucoup de difficultés. Ça, c'est durant la colonisation française. Donc, il y a Hispaniola et durant la période espagnole. Plus tard, c'est la colonisation française. La colonisation française s'était plantée à partir de 1625. Mais c'était une colonisation très prospère. Une colonisation très prospère parce que les Français aimaient travailler et ont mis en place un système qu'on appelait le colbertisme. Donc le colbertisme, c'est une doctrine qui s'intitulait comme suit. Il faut produire pour les besoins de la métropole. Donc, si la métropole a un produit, eh bien la colonie n'a pas le droit de produire ce bien-là. Par exemple, en métropole, on produisait la toile, mais dans la colonie, on produisait le coton. Mais on n'avait pas le droit de transformer le coton en toile, parce qu'on produit ça là-bas. Donc c'est ça. Donc ce qu'on faisait, ils ont fait ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Les bateaux qui amènent les esclaves, eh bien, on charge ces bateaux-là de produits comme le sucre, le coton,
le café, etc., pour aller en métropole. C'est ce qu'on appelait commerce triangulaire. Donc, c'était une colonisation réussie, mais cette colonisation était basée sur l'exploitation à outrance de la main-d'œuvre servile et la main-d'œuvre esclave. Donc, finalement, il y a eu des leaders, genre Toussaint Louverture, qui ont défié la métropole, qui ont défié la France. Donc, ils ont pris la tête de certains mouvements pour pouvoir libérer les Noirs du joug de l'esclavage. Mais ce qui s'est passé en 1802, Toussaint Louverture a été arrêté. Et puis, plus tard, c'est Dessalines qui a pris la relève. À l'époque, Haïti, qu'on s'appelait Hispaniola, ou du moins c'est Saint-Domingue, il y avait 3 grandes classes. Il y avait les Blancs, les colons blancs, il y avait les mulattes et les affranchis, puis il y avait les esclaves. En fait, je vais commencer par les colons blancs. Les colons blancs, ce sont les grands propriétaires terriens, ceux qui ont beaucoup de biens, beaucoup de richesses, qui possédaient aussi les esclaves. Mais les mulattes ou les affranchis, les mulattes sont soit d'une combinaison de mères blanches ou du moins d'un père blanc, ou du moins c'est d'un père blanc ou d'une mère noire. Ce sont les mulattes. Et les esclaves sont ceux qui travaillent dans les plantations au profit des blancs. Maintenant, la mouvance qui s'est donc éclatée à Saint-Domingue à l'époque, parce que les blancs voulaient l'autonomie pour garder la richesse, toute la richesse à Saint-Domingue, avoir le pouvoir politique et les pouvoirs économiques. Puis les affranchis et les mulattes veulent eux-mêmes se considérer comme les blancs, veulent avoir aussi de la richesse. Puis les esclaves veulent se sortir de cette marasme de difficultés, de dur labeur, parce qu'ils étaient vraiment traités comme des gens. Je ne veux pas dire comme des gens, c'est comme traités de manière inhumaine. Donc à ce moment-là, il y a eu l'éclatement à Saint-Domingue, les luttes pour le pouvoir, pour conserver la richesse du côté des Blancs, et les mulattes eux-mêmes qui veulent avoir beaucoup plus de richesse et d'autonomie, et les esclaves eux-mêmes qui veulent devenir libres. Donc c'est ce marasme-là qui conduisait vraiment, avant d'arriver à 1804 pour donner l'indépendance, je pourrais dire, ça c'est le premier point, le premier pilier donc, qui a tout bouleversé à Saint-Domingue à l'époque. Et fait que la bataille entre les classes, donc il n'y avait pas vraiment entente parce que les 3 groupes que je viens de citer, les blancs, les mulattes ou les affranchis avec les esclaves, se luttaient à ce moment à Saint-Domingue, soit du côté des esclaves, le refus de la plantation parce qu'ils étaient maltraités, soit du côté des Blancs, ils voulaient avoir beaucoup plus d'autonomie et de pouvoir pour conserver la richesse à Saint-Domingue, et soit du côté des mulattes qui, eux, veulent avoir plus d'autonomie, veulent avoir beaucoup plus de biens. Donc c'est comme ça, et il y a eu une sorte d'éclatement au niveau de Saint-Domingue qui a permis comme de dissocier, de donner un fouet, disons, à la situation esclavagiste, le refus de la plantation pour conduire à 1804. Normalement, la révolte à Saint-Domingue a fait commencer avec Toussaint Louverture. Toussaint Louverture de 1743 à 1803, avant sa capture au Froid des Jours, je dirais c'était le génie. C'était le génie, c'était la tête pensante, c'était la personne, c'était l'épine dorsale, c'était, je dirais, le verbe qui conduisait vraiment à l'indépendance. Mais bien sûr, avec le refus aussi des esclaves de ne pas continuer de travailler dans les plantations, Toussaint Louverture a pu trouver un moyen pour s'arranger pour monter ce qu'on appelle l'armée indigène à l'époque. Puis,
comment s'était passée réellement cette histoire. Toussaint Louverture, lui, c'est un Africain, je dirais, parce qu'on appelle souvent Toussaint de Bréda. Toussaint de Bréda, puis lui, il apprenait à lire. Mais il était aussi un protégé parce qu'en plus, il est noir, il est fils d'esclave, mais il est aussi protégé par les Blancs, soit des richesses, des refus de travail d'adaptation. C'est à partir de là qu'il a commencé, c'est là qu'il a pris la naissance de l'indépendance. C'est à partir de ce moment-là que la stratégie se dégage pour pouvoir arriver à 1804. Maintenant, comprendre l'indépendance, il faut bien cerner la stratégie de Toussaint Louverture. Normalement, à l'époque, à Saint-Domingue, l'éclatement social et le refus des esclaves pour ne pas continuer à être traités de manière inhumaine, donc c'est ça qui a vraiment contribué pour avoir le 1804. Même avant d'arriver au 1804, il y avait la fameuse bataille de 1803, la bataille de Vertières. Mais normalement, c'est la stratégie développée par Toussaint, la stratégie mise en place par Toussaint. Donc les généraux comme Dessalines, François Capois, Pétion ont suivi et mettre en exécution pour arriver à 1804. À l'époque, à Saint-Domingue, il y avait vraiment beaucoup de souffrance, même s'il y avait de la richesse. Beaucoup de souffrance et de manière, la façon dont ils traitaient les esclaves. Beaucoup de souffrance parce que les esclaves étaient traités comme des bêtes de somme. Donc c'est à partir de tout ça découle la volonté d'être libre, parce que tout ce qu'on peut faire dépend de ce qu'on pense pouvoir faire. C'est de cette stratégie que partait Toussaint. C'est de cette stratégie aussi que les généraux de l'armée indigène ont suivi. Puis les esclaves ont bien compris qu'à un moment donné, il fallait prouver au monde que cette situation d'esclavagiste n'a pas sa place dans le monde. Puis ça a valu aussi, et ça a permis à Haïti de montrer au monde entier qu'est-ce que ça veut dire l'indépendance, qu'est-ce que ça veut dire d'être libre, étant que le premier pays, le premier pays libre, le premier pays nègre, je dirais, qui a tracé la voie de l'indépendance. Et puis les puissances coloniales comme la France, à l'époque, pensaient que c'est insultant pour un petit pays comme Haïti, et puis montrer au monde qu'est-ce que ça veut dire la liberté, qu'est-ce que ça veut dire l'indépendance. Puis beaucoup de choses vont arriver par la suite. Mais normalement, à Saint-Domingue, à l'époque, la stratégie développée par Toussaint et poursuivie par les généraux de l'armée indigène, mais c'est les autres qui ont travaillé fort pour faire naître l'indépendance, pour permettre d'arriver à 1804. Le 18 novembre 1803, c'est la dernière bataille qui a permis de faire naître l'indépendance. C'est comme si on ramène ça du côté théologie, on dirait qu'il ne peut pas y avoir de Pâques sans Vendredi Saint. C'est comme Vendredi Saint, c'est le dernier jour, du moins c'est le jour qui annonce l'arrivée de la Pâque. C'est comme ça, moi, je comprends la bataille de Vertières, parce qu'il y avait le général Rochambeau, qui était un gros officier de l'armée française, mais il y a aussi dans le nord François Capois. François Capois qui dirigeait la 9e brigade dans le nord sur la gouverne, bien sûr, de Jean-Jacques Dessalines. Maintenant, une fois attaqué au Cap, dans le nord du pays, dans le nord d'Haïti, par Rochambeau, et puis Dessalines a donné l'autorisation à François Capois donc, de riposter diamétralement à Rochambeau de manière opposée en lui attaquant. Et puis, cette situation vraiment a porté fruit. Puis la main indigène sur
la gouvernance de Dessalines de François Capois dans le Nord, donc a permis de livrer une résistance, une forte bataille et à l'armée française dirigée par Rochambeau. Donc c'est cette bataille de 1803, le 18 novembre 1803, c'est cette bataille qui a vraiment, c'est la cerise sur le gâteau qui conduisait au 1804. C'est cette bataille qui m'a permis aujourd'hui de parler libre en tant qu'haïtien. C'est cette bataille aussi qui a façonné la fierté haïtienne. C'est cette bataille aussi qui a porté la lumière dans le monde en disant que c'est vrai qu'à Saint-Domingue, il y avait les esclaves, la lutte pour le pouvoir et la richesse. À un moment donné, il fallait arrêter avec tout ça. La bataille de 1803 vient porter cette réponse, donc gagnée par l'armée indigène sur le leadership de Jean-Jacques Dessalines, de François Capois. Je me rappelle aussi Bois-en-Tonnerre, il y avait ce monsieur Bois-en-Tonnerre qui disait il nous faut la peau d'un blanc pour parchemin, son crâne pour écritoire et son sang pour encre, une baïonnette pour plume quand on va rédiger l'acte d'indépendance. Donc c'est au cours de cette bataille-là, écrit en avant, en avant, en avant, il ne faut jamais arrêter d'attaquer les blancs. Donc Dessalines aussi, lui, avait cette fameuse parole coupée tête boulécaille. Même si c'était un discours, à l'époque, je disais, qui avait vraiment de la force pour motiver les gens et à se battre contre les Blancs. Mais ce n'était pas vraiment réaliste parce que ça a permis aussi de gaspiller beaucoup de richesses. Mais couper tête, oui, mais qui? Donc, les médecins, les prêtres, ceux qui peuvent utiles à la société, à la colonie, et Boulécaille. Oui, mais pour quelle raison est-ce nécessaire? Bon, je ne pense pas à l'époque que les généraux de l'armée indigène avaient assez de lucidité pour comprendre les bien fondés de ce discours. Il fallait vraiment couper tête, il fallait vraiment Boulécaille. Mais à ce moment-là, l'important, ce n'est pas de ce que je viens d'évoquer. L'important, c'est de lutter, c'est de se battre pour l'indépendance, c'est de voir qu'Haïti devienne un pays libre, c'est de voir qu'Haïti soit un pays plus ou moins vivable. Donc, parce qu'il y avait beaucoup de richesses à Haïti. Donc, comme je disais, Haïti, c'est un pays essentiellement agricole. Toute la richesse, la culture se reposait sur l'agriculture. Donc, c'est ça. Mais la bataille de 1803, la bataille de 18 novembre 1803, c'est cette bataille-là. Et c'est cette dernière bataille qui a amené vraiment à l'indépendance de 1804. De l'indemnité exigée par la France durant le règne de Boyer. Bon, ce qui se passe, c'est que la France n'avait jamais accepté la défaite infligée par les esclaves. Donc, les esclaves, avec à leur tête Dessalines, Pétion, Christophe, ont infligé une défaite cinglante à l'armée napoléonienne. Donc, la dernière bataille, c'était le 18 novembre 1803. En 1804, on a eu notre indépendance. Et comme la France n'avait jamais accepté cette défaite, et tout à l'heure, je t'ai dit que c'était une colonie prospère, donc la France gagnait beaucoup d'argent avec l'exploitation ou bien avec la colonisation de ce territoire. Donc, et ce qui se passe, c'est que la France, avec d'autres puissances européennes, ont fait une coalition
pour étouffer Haïti. Ils ont imposé un embargo. Donc, il n'y a aucun pays qui avait reconnu l'indépendance d'Haïti. Donc, comme Haïti était étouffé, à ce moment-là, Haïti voulait commercer. Parce que si on produit des biens sur son territoire, on ne peut pas les vendre, on ne peut pas les exporter. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra pas avoir de l'argent neuf. Donc, Haïti, à cette époque, avait besoin d'une certaine reconnaissance internationale pour pouvoir avoir des relations diplomatiques avec des pays européens, des pays de l'Amérique, etc. Finalement, la France a fait une proposition à Haïti. Donc, si tu veux que je reconnaisse ton indépendance, il faut payer une indemnité. Maintenant, il exigeait que pour accepter, pour reconnaître qu'Haïti soit un pays libre, demandait au gouvernement de Boyer de payer 150 millions francs or. Mais ce qu'Haïti n'avait pas à l'époque. C'est vrai, c'était une colonie riche, c'est vrai, mais aussi il y avait la gabegie administrative, il y avait le détournement de richesse, il y avait la corruption, comme il y en a aussi aujourd'hui. Parce que la corruption, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, donc c'est une parenthèse. La France qui exigeait cette somme de 150 millions francs or, puis juste pour accepter, pour reconnaître l'indépendance, mais à ce moment, comme je viens de dire, Haïti, la colonie, n'avait pas cette somme. Maintenant, on a pu négocier pour arriver à 90 millions francs or. Donc, c'est ce montant qu'effectivement que Boyer a payé à la France comme indemnité pour reconnaître l'indépendance. C'était en mars 1825. Boyer avait accepté. Et puis, à partir de là, donc, pour payer l'indemnité, la France avait reconnu l'indépendance d'Haïti. C'est ça. C'est sur le gouvernement de Boyer que l'histoire rapporte que c'est la descente aux enfers d'Haïti. La gouvernance de Boyer, il faut situer de 1818 à 1825, on pourrait dire en deux périodes, après de 1825 à 1843. De 1825 à 1843, il n'y avait presque pas la stabilité, il y avait beaucoup de difficultés, il y avait beaucoup de problèmes dans la colonie, et puis faire en sorte que, le 13 février 1843, donc Haïti, la République s'est donc divisée, une partie s'appelle la République d'Haïti, et qui donnait naissance aussi le 27 février 1844 à la République dominicaine. Parce que sous la gouvernance de Boyer, il n'y avait pas la République dominicaine, en plus il n'y avait pas Haïti, il y avait juste l'île. Maintenant, c'est à partir de 13 février 1843, c'est la date qui vraiment exprimait la chute du gouvernement de Boyer, et puis la descente aussi aux enfers d'Haïti, qui a donné naissance à cette séparation qu'on a aujourd'hui, la République d'Haïti et la République dominicaine. En 1915, les États-Unis ont envoyé leur marine en Haïti dans le but d'établir une stabilité politique. Pouvez-vous élaborer concernant l'influence des puissances mondiales sur Haïti? Après la mort de Dessalines, il y a eu beaucoup de tumultes en Haïti, etc. Donc il y avait beaucoup d'instabilité. Et vers 1912, il y avait tellement de problèmes politiques que Haïti a connu 4 présidents en 2 ans. Michel Aurès Zamor, David Théodore, Villebois, Guillaume Sam. Lui, le dernier, là, il a été assassiné. Donc le peuple en furie est rentré dans le palais, l'a pris, l'a tué, l'a traîné dans les rues. Comme c'était un désordre vraiment infernal, les États-Unis ont envahi Haïti. À cette époque, c'était la Première Guerre mondiale. Toutes les puissances européennes étaient occupées dans une guerre. Les États-Unis ont profité. L'Amérique latine, là, les États-Unis voulaient avoir sa mainmise. Donc, ils ont envahi Haïti, mais ils ont envahi aussi d'autres pays. Mais le cas spécifique d'Haïti, ils ont envahi Haïti pour instaurer une stabilité politique, parce qu'une instabilité, ce n'est pas bon pour eux, parce qu'ils ne peuvent pas faire du commerce avec Haïti. Ils ne peuvent pas vraiment établir leur prédominance sur un pays qui est instable. Que pouvez-vous me dire sur l'arrivée au pouvoir de Duvalier
et des anecdotes liées à l'impact de son règne sur la politique et le peuple. C'est toujours dans le cadre de l'instabilité politique. À partir de Duvalier, Duvalier est devenu président en 1957. Mais avant, il y avait un président, il y avait appelé Dumarsais-Estimé. Dumarsais-Estimé était élu, parce qu'à cette époque, c'était le Sénat qui élisait à la fin de son mandat. Il y a l'armée d'Haïti qui a donné un coup d'État. Et c'est le général Magloire qui était devenu président. Il y a eu des révoltes qui ont eu raison de Magloire qui a dû abandonner le pouvoir. Donc, Fignolet, Daniel Fignolet était devenu président. Donc, l'instabilité politique continuait. Puis, il y a eu les élections. Et Duvalier était devenu président. Il est devenu président, il a été élu. Il a été élu, pourquoi? C'est parce que lui, il était intelligent. Ce qu'il a fait, il était ministre de la Santé publique sous Dumarsais-Estimé. Il y avait une maladie en Haïti qui s'appelait Pian. Donc, c'est une maladie de la peau. Lui, comme médecin, il a marché à travers tout le pays. Il a soigné les paysans. Donc, lui, quand il est devenu candidat, les paysans qui ont une bonne mémoire, qui ne sont pas ingrats, eh bien, ils l'ont voté. Il y a eu deux candidats. Il y a eu Duvalier, François Duvalier. Ensuite, Louis Desjoie. Louis Desjoie, c'était un mulâtre, un industriel. Duvalier, lui, c'était un médecin. Pour montrer à ces paysans-là qu'il est un des leurs. Il est un des leurs. Lui, il est noir. Et les gens qui veulent le destituer, ce sont des mulâtres. Ce sont des mulâtres, des gens riches, qui ne veulent pas le bien pour les paysans, mais qui veulent continuer à dominer, à exploiter les paysans pour leur richesse personnelle. Donc, c'était un fin manipulateur, il a manipulé certaines personnes. Et à partir de là, petit à petit, il y a eu beaucoup de partisans. Donc, finalement, Duvalier, avec l'appui de l'armée d'Haïti, il a été devenu président. Mais peu de temps après, quand il est devenu président, donc, il y a eu comme des conspirations pour le destituer. Il a eu raison de l'opposition. Donc, pour ça, peu de temps après, il s'est proclamé président à vie. Il a instauré en Haïti vraiment de la brutalité. Parce que lui, il avait ses propres milices qu'on appelait les tontons macoutes. Et ces gens-là vraiment maltraitaient les Haïtiens, maltraitaient le peuple. Et on ne peut pas parler contre le gouvernement. Il n'y avait pas ce qu'on appelle la liberté d'expression. Soit pas que les milices de Duvalier soient au courant et puis les autres, ils vont rapporter à Duvalier. Il a eu des espions un peu partout. Il suffit de se réunir quelque part pour monter une petite bande. Eh bien, Duvalier est déjà au courant. Eh bien, tu commences à ton mouvement, là, tu prends les armes, eh bien, après 2 jours, eh bien, tu seras capturé. Le corps des Tomacoutes, ce n'est pas une armée. Okay? On n'a pas besoin de les payer. Ils ne sont pas rémunérés. Ils ne sont pas rémunérés. Même pour leur uniforme, c'est avec leur argent de poche qu'ils achètent ça. Donc, c'est une milice, mais volontaire. Tu t'engages pas pour avoir un salaire, mais tu t'engages pour défendre la révolution du Valieris. Donc, c'était comme ça. Mais, par contre, il maltraitait, je m'excuse, le peuple. Mais par contre, le peuple aussi l'aimait, parce qu'on l'appelait aussi Papa Doc. Pourquoi? C'est presque comparable maintenant aujourd'hui. Quelqu'un qui veut arriver au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des choses, il donne de l'argent, il donne de la nourriture, parce que le peuple souffrait, le peuple connaît beaucoup de misère, beaucoup de souffrance. Donc, c'est comme ça qu'il a été. Donc, le peuple traitait comme Papa Doc. Il était un peu proche aussi de la population, il était un peu proche aussi de la classe démunie. Il distribuait de l'argent partout, où il va, il donne et amène de l'argent. Donc, pour cela, on l'appelait aussi Papa Doc. C'est une période très difficile. Dans la façon dont il gérait le pays,
c'était comme un régime très dur et très brutal, avec beaucoup de brutalité. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des exilés. Mais, sauf que le pays était plus stable. Les avis sont partagés de toute façon. Donc, moi, je ne peux pas dire que je suis duvalieriste, je ne peux pas dire que je suis pro-Duvalier. Maintenant, la mort de François Duvalier, il est remplacé par son fils Jean-Claude Duvalier jusqu'en 86. À sa mort, son fils est devenu président. Pas par élection, mais par héritage. Donc, son fils est devenu président, mais lui, il est devenu président à 19 ans. Il est jeune, il ne sait rien. Il ne sait rien de la politique. D'ailleurs, Jean-Claude Duvalier, c'était quelqu'un qui a été élevé au palais, dans la richesse, dans l'opulence. Son père ne voulait pas qu'il sorte pour risquer sa vie. Donc, il ne savait pas grand-chose quand il était devenu président. Au fait, il était là, mais c'est les généraux ou bien les amis de son père qui dirigeaient le pays. Finalement, en 1986, après 29 ans de règne duvalieriste, donc il y a eu une révolte à travers le pays, et puis il était obligé de partir. Voilà. Maintenant, ces deux-là ont dirigé le pays aussi longtemps que possible, mais ils ont fait beaucoup de tort à la population, ils ont fait beaucoup de tort à la communauté haïtienne, ils ont fait beaucoup de tort à la vie en général, parce qu'ils tuaient les gens, ils maltraitaient les gens, ils les mettaient en prison. Et puis, d'autres ont été obligés de quitter le pays, de partir en exil. C'était vraiment un régime très dur. Parlez-moi de votre vie en Haïti en revêtant une ou plusieurs anecdotes historiques que vous avez vécues. En fait, moi, en tant qu'Haïtien, cher Haïti, c'est vraiment un pays que j'aime. Et mon expérience là-bas est très enrichissante. Je vais te dire pourquoi. Parce que souvent, à l'étranger, on dit qu'en Haïti, on n'a rien. Pourtant, on a tout. On n'a rien, c'est par rapport, on n'a pas assez de richesse économique. On n'a pas assez de moyens économiques pour vivre. Mais on a tout parce que nous avons le sens de l'hospitalité, le vivre ensemble. Donc, nous avons ce qu'on appelle les relations entre les gens, c'est une façon de communiquer, de vivre, de partager. Il y a ça en Haïti. Bon, si on peut faire une comparaison par rapport à d'autres sociétés, vraiment, c'est plus l'individualisme. En Haïti, c'est plus le vivre ensemble. Donc, c'est la communauté, on voit la communauté. Maintenant, moi, j'ai vécu une partie de Jean-Claude Duvalier parce que moi, je suis né en 80, mais j'étais un peu jeune, je ne connais pas trop la souffrance qu'a connue les gens avant moi. Moi, c'est plus sur Aristide que j'ai eu beaucoup plus de mauvais souvenirs, et parce qu'il y avait, c'est vrai, sur Jean-Claude Duvalier, il y avait eu les milices, les tontons Macoute, mais aussi sur Aristide, il y avait aussi ce qu'on appelle les GNB, et ça s'appelait aussi les rats de Pakaka. Donc, ces gens-là ont fait la même chose qu'avait fait Jean-Claude Duvalier avec ses milices, tonton Macoute. C'était vraiment très difficile. Après, moi, j'ai connu aussi le tremblement de terre. Le tremblement de terre, comme d'autres catastrophes, c'est dur à expliquer. Hein? C'est dur à expliquer, à savoir il y a eu plus de 300 000 morts, hein? Plus de 2 millions de gens sans abri, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau. C'était vraiment écœurant, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait revivre. Moi, personnellement, j'ai vécu à Port-au-Prince durant le tremblement de terre. J'ai passé près de 3 mois à dormir dans ma voiture, me laver en pleine rue. C'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Ben, tant d'autres choses arrivent après les catastrophes naturelles, mais aussi il y a eu des catastrophes politiques. Parce que les dirigeants politiques n'ont pas pu mettre en place des programmes politiques, n'ont pas pu mettre en place une vision, n'ont pas eu des programmes qui peuvent servir ou du moins utiles à la population.
Il n'y a pas eu de programme de santé, il n'y a pas eu un beau programme d'éducation, il n'y a pas eu vraiment des choses, je dirais, qui peuvent conserver la richesse intellectuelle, qui peuvent conserver la valeur des jeunes. Quelqu'un comme moi n'aurait pas dû être ici dans le froid. Je pourrais devenir n'importe comme un directeur, un député, un ministre, un sénateur, mais je suis obligé de fuir le pays par rapport à ce qu'il n'y a pas assez d'opportunités, parce qu'il n'y a jamais eu vraiment un beau programme politique par nos dirigeants. C'est plus que si je ne suis pas au pouvoir aujourd'hui, ben, je ne peux pas voler. C'est la corruption qui gangrène encore le pays. Donc, mon expérience là-bas, c'était du point de vue culturel, vivre ensemble, l'hospitalité, tout ça manque. Mais c'est encore difficile à dire et à redire que les jeunes qui sont en Haïti cherchent toujours à laisser ou à quitter le pays parce qu'il n'y a pas vraiment d'opportunité, donc qui est vraiment regrettable. Bon, la première chose que j'ai vue, le premier événement majeur que j'ai vécu en Haïti, c'était en 1986. À cette époque, j'étais enfant, donc ça m'a vraiment choqué. La première fois que je vois des gens dans la rue courir, dire à bas, etc. Et puis, depuis lors, c'est comme cascade de coups d'État et d'événements politiques. Parce qu'après, il y a eu des élections, mais des élections avortées parce qu'il y a eu un massacre, le fameux massacre du 29 novembre 1987. Ensuite, il y a eu Leslie Maniga qui était devenu président. On lui a donné un coup d'État. Mais avant, il y avait comme un conseil national de gouvernement qui a pris le pouvoir après le départ de Jean-Claude. Le conseil national du gouvernement qui était composé de 3 membres. Mais, et après le massacre du 29 novembre, ce conseil était réduit à 2 membres. Et plus tard, Nanfi a été destitué. Ensuite, il y a eu Maniga, qui était devenu président, qui avait renvoyé Nanfi. Nanfi avait donné un coup d'État à Maniga. Maniga était parti. Nanfi était devenu président. Okay. Plus tard, c'est un autre général qui a donné un coup d'État à Nanfi, le général Avril. Il a utilisé des petits soldats, pour donner un coup d'État en 1988. Plus tard, Avril était victime de coup d'État aussi. Et puis on l'a remplacé par une première femme présidente en Haïti qui s'appelait Erta Pascal Trouillot. Il y a eu des élections et sous son règne, et ce sont ces élections-là qui ont permis à Jean-Bertrand Aristide de devenir président. C'était la première élection démocratique en Haïti.